Merci à tous de vous être connectés aussi nombreux aujourd'hui. On a vu que c'était un sujet qui intéressait beaucoup. On a reçu beaucoup de mails, de sollicitations sur cet événement qu'on organise avec le soutien de la région des Pays de la Loire. Cet atelier sur l'acceptabilité des projets de transition écologique, vous avez pu le voir, on va avoir différents temps cet après-midi, avec un premier temps rapide où je vais vous présenter le comité 21, puisqu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui ne sont pas encore adhérentes chez nous et qui potentiellement ne nous connaissent pas. Donc voilà, que vous sachiez un peu qui on est. On aura ensuite un grand temps d'échange plénière avec plusieurs intervenants que vous avez vu lorsque vous êtes inscrit ou alors depuis dans les validations, donc avec un décryptage et des témoignages sur cette notion d'acceptabilité et notamment sur les questions, en particulier sur les questions de transition écologique. Et puis enfin, on vous propose de terminer l'après-midi avec un atelier pratique pour justement identifier ensemble des pistes d'action et puis pour vous permettre en fait de passer à la pratique par rapport à tout ce qu'on aura vu lors du temps de plénière. Alors déjà, pour commencer, donc vous le voyez, je suis Marie Laboussé, je suis chef de projet au Comité 21 Grand Ouest. En fait, le Comité 21, on est une association qui travaille sur le développement durable. On a deux implantations, une à Paris, qui est le réseau national, et puis le nôtre qui est à Nantes, le réseau Grand Ouest, où on couvre les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Notre particularité, c'est qu'on est multi-acteurs. On a autant des collectivités que des entreprises, des associations, des établissements d'enseignement supérieur et des citoyens. Et donc, on propose un certain nombre de choses à nos adhérents, mais pas que, comme vous le voyez aujourd'hui. En fait, on est axé autour de trois grands axes. On propose en fait d'anticiper les mutations, qu'elles soient environnementales, technologiques, sociétales, réglementaires, sur tous nos sujets de développement durable. On accompagne les acteurs par différents biais que je vais vous présenter rapidement. Et puis, on propose des choses pour permettre de transformer justement la société à travers une série de projets et de sujets à fort impact, que ce soit environnemental ou social et sociétal. Donc, on a différentes actions avec toute une activité autour de la veille, le décryptage, les benchmarks, qu'on fait régulièrement et qu'on propose particulièrement à nos adhérents. On a aussi des formations courtes de 1 à 2 jours. On va pouvoir en parler d'ailleurs, puisqu'on va aussi pouvoir vous proposer une formation sur le sujet de l'acceptabilité, justement, donc qui permet d'aller un peu plus loin parfois que certains ateliers qu'on peut proposer comme ça. Mais on a aussi des ateliers d'accompagnement collectif qui vont être aussi sous la forme de parcours d'accompagnement pour aller plus sur du long terme. Et puis, des analyses prospectives, pour aller aussi avec une approche justement un peu plus intégrer la prospective, en tout cas dans un certain nombre de nos documents, des actions concrètes aussi qu'on va proposer, des temps forts, on y reviendra, et puis des accompagnements sur mesure aussi quand on peut, quand c'est le besoin en tout cas d'une structure pour aller un petit peu plus loin. Dans les ateliers collectifs dont je parlais, on a plusieurs choses, avec notamment des parcours dédiés à la responsabilité sociétale des entreprises et l'impact positif, mais qui est adapté aussi aux écoles et aux associations. On a un parcours sur l'agenda 2030 pour justement permettre de développer les objectifs de développement durable sur son territoire et d'accentuer ces ODD sur une échelle locale. Un hackathon de l'éco-conception qui va porter cette année sur des thématiques d'ameublement et de numérique, des ateliers nouveaux modèles et économie de la fonctionnalité. Je passe rapidement sur tout ça, parce que ce n'est pas l'objet de l'atelier d'aujourd'hui, mais voilà, pour que vous sachiez un peu ce qu'on fait. Et je voulais surtout vous parler de ces ateliers sur la citoyenneté écologique, parce qu'aujourd'hui, on propose un atelier sur l'acceptabilité qui rentre dans nos activités sur la citoyenneté écologique, et on va proposer d'autres ateliers tout au long de l'année, qui seront gratuits pour nos adhérents, national et Grand Ouest, je précise, avec 3 thématiques qui seront traitées et qui permettront en fait de finalement aller un peu plus loin que ce qu'on a pu voir aujourd'hui, avec notamment un volet sur la participation aux décisions publiques et l'implication des citoyens sur ces exercices de participation, un volet sur les conditions de l'acceptabilité, justement, qu'on va commencer à aborder aujourd'hui, et puis un volet sur l'ODD 17, le 17e ODD,
comme instrument concret de collaboration entre les organismes et les citoyens. Puisqu'on avait fait une note, pour ceux qui nous suivent un peu, on avait fait une note de décryptage sur l'ODD 17. Donc voilà, c'est pour aller un petit peu plus loin que ce document. Et puis, toujours sur ce sujet d'acceptabilité, on va proposer un événement qui sera ouvert à tous à la fin d'année, les 20 et 21 octobre, sur l'acceptabilité, justement. C'est l'Université de la citoyenneté écologique. On a eu une première session l'an dernier, fin 2021, du coup. Et donc, on fera une deuxième session cette année, où vous serez évidemment les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Et vous aurez plus d'informations très rapidement sur ce sujet. Et donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre cet atelier plus particulièrement sur ces sujets d'acceptabilité, avec, donc, je le disais, un premier temps un peu table ronde, avec l'intervention de Colin Lemay, qui est docteur en psychologie environnementale et spécialisé justement sur ces questions d'acceptabilité. Adeline Aumont, qui est chargée de mission biogaz à l'association Elle, Amaury Mazon, qui est délégué territorial Centre-Atlantique chez GRT Gaz, et puis Christophe Gavalet, qui est président de FNE Pays de la Loire. Voilà pour cette présentation. Merci déjà à tous les quatre d'être parmi nous. Je vais arrêter mon partage d'écran, je pense que ce sera plus sympa pour donner la parole. Et donc, Colin, je te laisse la parole pour justement introduire ce sujet d'acceptabilité et nous en dire un petit peu plus. Merci Marie et merci aussi pour l'organisation, à toi et à Elisa et au comité 21 pour cette invitation. Donc peut-être juste avant pour me présenter et pour situer aussi un peu le contexte, donc comme l'a dit Marie, je suis docteur en psychologie environnementale. Vous n'avez jamais sans doute entendu parler de cette discipline, pourtant l'idée est assez simple. Sur un certain nombre de sujets, parmi ceux-là se trouve la question de l'acceptabilité. On voit qu'il y a un certain nombre de leviers et de freins qui ne vont pas se trouver au niveau technique ou au niveau territorial dans les mains des élus, par exemple, mais il va être nécessaire de croiser un certain nombre de points de vue. Un point de vue individuel avec des freins, des leviers qui sont psychologiques, mais aussi des questions qui vont être sociales. Par exemple, je pense à la question de la désinformation qui peut être problématique sur certains sujets et bien évidemment au niveau territorial. Donc l'idée, ça va être de croiser ces trois points de vue-là et de pouvoir porter le projet, en tout cas accompagner l'acceptabilité d'un projet auprès des territoires en travaillant sur cet ensemble de facteurs ou d'accompagner une initiative, de la favoriser, de faire en sorte que soit on va travailler à l'ancrage d'un projet, soit on va chercher à ancrer sur un long terme une initiative ou l'accompagnement au changement de citoyens. Donc, sans digresser sur cette question, j'ai surtout envie d'attirer votre attention sur le fait que acceptabilité sociale, c'est bien, on en parle beaucoup, mais on n'a pas forcément tous le même point de vue, la même posture sur le sujet, y compris les mêmes capacités d'action. Et encore plus que ça, en fonction du thème sur lequel on va venir travailler cette question de l'acceptabilité sociale, les contraintes et les stratégies et les objectifs qu'on va poursuivre ne seront pas les mêmes. Et ici, cet après-midi, je trouve ça très intéressant d'avoir d'un point de vue du point de vue de l'accompagnement au projet, sur des questions ici, donc on est sur des projets de méthanisation a priori, donc des projets d'énergie renouvelable qui présentent un intérêt général, certes, mais qui sont portés par des intérêts privés, et on va voir que c'est extrêmement différent d'accompagner, de favoriser l'acceptabilité sociale de ces projets, d'en favoriser l'ancrage au territoire, par rapport à, par exemple, sur des questions de mobilité, où la question va plutôt être comment on fait pour motiver des gens, pour les engager dans une initiative et pour maintenir leur intérêt et leur motivation sur du long terme. Donc, l'acceptabilité sociale, on en parle sur tout un tas de sujets et pourtant, les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. Donc également, tout d'abord, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait qu'acceptabilité sociale, bien sûr, ça nécessite aussi d'avoir un projet acceptable, soutenable à présenter. C'est une condition sine qua non. Le fait qu'un projet présente trop de nuisances, par exemple, ou soit trop contraire aux intérêts d'un territoire, par exemple, s'y insère mal, c'est nécessairement tout de suite un critère d'arrêt qui fait qu'il va être très difficile de parler d'acceptabilité sociale si un projet n'est pas acceptable par nature. Après, se pose aussi la question du retour justement avec le territoire pour travailler un projet qui soit acceptable. Mais c'est pas l'enjeu ici, je pense. Je vais revenir très rapidement donc, sur la question notamment de l'acceptabilité. Ici, je l'entendrai tout simplement dans ce qu'elle est par essence, c'est-à-dire animer un dialogue territorial, faire un effort d'aller et retour
vers le territoire, vers ses acteurs, vers les citoyens, pour porter son projet ou son initiative et faire en sorte qu'elle s'insère au mieux dans les intérêts, les enjeux et dans une stratégie qui soit territoriale ou qui soit une logique d'acteur. Alors, pour commencer, le premier point, je pense, notre premier exemple, ça va être la question de la méthanisation. La méthanisation, ici, je ne vais pas rentrer dans le côté technique. Je ne serai pas le mieux placé pour en parler cet après-midi. Moi, je vais considérer d'une façon très générale la méthanisation comme un mode de production d'énergie renouvelable qui peut être stocké, qui peut être consommé localement ou injecté sur un réseau, qui va venir réduire un certain nombre de nuisances, de risques, à un niveau macroscopique qui va s'insérer dans une logique de réduction de l'impact d'une filière agricole qui n'a pas tant de levier que ça pour réduire son impact, notamment quand on va partir sur des questions d'élevage, sur des questions de biodéchets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la méthanisation, en 2 mots, il s'agit de récupérer des biodéchets qui sont industriels ou qui sont industriels ou agricoles. Ça peut être du fumier, ça peut être des déchets à la sortie d'une industrie. L'idée, ça va être de les placer dans un méthaniseur, une cuve, où ils vont se dégrader et dont on va récupérer le gaz en sortie, avec notamment aussi la question d'engrais qui peuvent être récupérés à la fin, une fois que la matière s'est dégradée. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails techniques, mais j'attire seulement votre attention ici. Je préfère attirer votre attention plutôt sur le fait que tout de suite, un agriculteur ou un industriel qui va développer son projet de territoire, donc qui va faire le choix de la méthanisation pour réduire l'impact de son exploitation ou de son industrie ou s'engager dans quelque chose de vertueux, son projet peut être très bien monté, très vertueux. Cela étant, il va l'accoler à une industrie ou une exploitation qui va être existante, qui est préexistante, avec parfois des relations avec le voisinage qui sont complexes, parfois des précédents événements qui vont jouer aussi sur sa capacité à animer ce dialogue. Se pose aussi la question du fait que cette insertion sur cette exploitation, en fait, on parle du territoire parce qu'il va être nécessaire de construire un réseau, notamment quand on est sur un méthaniseur, pour raccorder le méthaniseur au réseau. Il va y avoir des passages de camions, etc., etc. On voit que d'une industrie qui est privée, qui est sur une parcelle qui est au sein de l'exploitation agricole, par exemple, eh bien, en fait, on va avoir tout de suite des craintes, des nuisances réelles ou imaginaires qui vont être génératrices parfois d'opposition. En tout cas, il va être nécessaire tout de suite de faire un travail d'aller et retour avec le territoire parce que derrière, très pragmatiquement, ne pas faire ce travail, c'est s'exposer à des recours, c'est s'exposer aussi à des oppositions, c'est s'exposer à parfois des abandons, tout simplement parce que cette question, certes, elle peut paraître secondaire dans un certain nombre de cas. On a tendance à se concentrer sur le réglementaire, sur le financement de ces projets. La question de l'acceptabilité sociale, pourtant, sur un projet de territoire, elle est centrale dans le sens où, sur un territoire, il va être nécessaire d'ancrer son projet pour limiter les oppositions. Et quand on regarde au niveau de la logique des acteurs et notamment des élus, la paix sociale va être nécessaire, tout simplement, si on souhaite conserver le soutien des élus lorsque l'on développe notre projet. Alors, toutes ces questions-là, elles peuvent aussi, la question de la méthanisation, elle peut aussi poser la question du modèle agricole, elle peut aussi poser la question de savoir si l'exploitant agricole, par exemple, il sera en capacité d'alimenter son méthaniseur dans 20 ans. Est-ce qu'il peut se projeter, est-ce qu'il peut dire que son exploitation, dans 20 ans, sera toujours en mesure d'alimenter son méthaniseur ou est-ce qu'il va devoir adopter une autre stratégie, etc., etc. Et très vite, on voit que faire de l'acceptabilité sociale, animer le dialogue territorial autour d'un projet d'énergie renouvelable, en fait, ça nécessite de répondre à des questions, d'avoir différentes casquettes, d'être à la fois celui qui défend son projet, mais aussi celui qui présente la filière, qui présente un certain nombre de caractéristiques techniques, qui va les expliquer, mais aussi de faire de la pédagogie, tout simplement, sur des questions pour lesquelles, finalement, très peu de gens, voire personne, n'ont de réponse. Et donc, la multiplication des casquettes, ici, c'est l'une des contraintes principales lorsqu'on porte un projet de territoire. Ça va être d'aller chercher non seulement le retour de la population, mais aussi d'aller chercher les soutiens nécessaires pour animer ce dialogue, pour intervenir sur des sujets qui peuvent sembler secondaires, mais qui vont devenir très rapidement et parfois centraux même. La question du modèle agricole, par exemple, peut devenir centrale sur un certain nombre de sites. Il peut y avoir aussi, je pense à l'éolienne, il y a des sujets
notamment sur la biodiversité, qui peuvent devenir centrales et sur lesquelles les porteurs de projets n'ont pas forcément les capacités de répondre. Donc ici, on voit que sur un sujet comme celui-ci, tout l'enjeu va être de présenter un projet, de trouver les personnes qui vont pouvoir nous accompagner, d'éviter au maximum de rentrer dans des logiques d'opposition, ce qui est très compliqué, et que toute cette énergie qu'on va y investir dans l'acceptabilité sociale, loin d'être secondaire, en fait, elle va être nécessaire si on souhaite maintenir notamment sa capacité à travailler sur ce territoire, à maintenir de bonnes relations avec son voisinage, à maintenir de bonnes relations avec les acteurs du territoire qui ont un pouvoir réel ou non de nuisance. Donc, tout ça pour vous donner une idée un peu de l'ampleur de la question de l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, ce n'est malheureusement pas seulement présenter son dossier ICPE, donc un lourd dossier de présentation du projet et de ses caractéristiques. Ce n'est pas seulement faire ce travail de préparation du dossier et de le laisser en consultation, c'est véritablement engager un dialogue avec son territoire, avec ses riverains, pour identifier des leviers d'action, des moyens de communiquer auprès des gens, de les rassurer, de faire face aussi à des idées reçues, de faire en sorte que, au maximum, on va éviter les dynamiques d'opposition qui seraient stériles. L'opposition, elle est existante, elle est sur un certain nombre de sujets et elle peut être constructive. Ici, véritablement, on va chercher à minimiser l'impact d'une opposition qui ne serait pas dans la co-construction. On va chercher à faire en sorte de pouvoir véritablement travailler avec le territoire. Donc voilà pour un premier cas, la question des énergies renouvelables. Mais la question des énergies renouvelables, on sait qu'elle passionne le débat, qu'elle est très clivante, qu'il y a des opinions qui sont très tranchées à ce sujet-là et pas forcément autour de la question des énergies, des enjeux énergie-climat. Il y a tout un tas d'autres sujets connexes qui sont très clivants, la question de l'identité des territoires, de leur patrimoine, etc., etc. Autant de sujets qui font que animer l'acceptabilité sociale sur ces questions de projets d'énergie renouvelable, de projets de territoire, devient très complexe assez rapidement et il va falloir être bien outillé. D'un autre côté, sur la question de la mobilité, par exemple, ou sur la question de l'accompagnement au changement de comportement, on voit tout de suite que les dynamiques ne sont pas les mêmes. Au contraire, accompagner au changement, en général, la question, ce n'est pas de dépassionner le débat, et tous ceux qui ont travaillé sur de l'accompagnement au changement vont me suivre là-dessus. En général, le plus difficile, c'est de motiver les gens et de maintenir cette motivation sur le long terme. Si je vous propose, par exemple, d'adopter un mode de transport alternatif, au-delà des quelques personnes qui s'intéressent déjà au sujet, il va être très difficile d'intéresser les gens, de transformer cet intérêt en action et de maintenir cette action sur du long terme. Généralement, d'ailleurs, les actions qu'on réalise et qu'on voit réalisées par les structures, et je vais prendre un exemple qui est très parlant. Par exemple, il y a un sujet sur lequel, normalement, il y a assez peu, on serait tous à peu près d'accord. Par exemple, sur la question de la réduction des déchets. La question de la réduction des déchets, elle passe par une chose qui est très simple, de moins acheter on va dire, de suremballage, de favoriser les produits sans suremballage, par exemple. On voit que cette démarche, elle profite à tous. Elle est essentielle, c'est un petit geste certes, mais qui est essentiel, qui est facile à réaliser et qui ne demande pas de connaissances particulières, qui ne demande pas de compétences, qui ne demande pas un apport conséquent ni en temps, ni en énergie, ni un apport monétaire. Pourtant, on remarque qu'il est très difficile d'engager durablement les gens vers ces comportements-là. Pourquoi? Ici, l'acceptabilité sociale, il va être nécessaire de créer un dispositif, de maintenir l'envie, mais souvent, à la fin de ce dispositif, on peut mettre les gens en compétition, par exemple, les uns avec les autres. Donc, on va jouer sur on va dire, leur désirabilité sociale, le fait de vouloir être bien comme tout le monde, d'avoir une bonne image d'eux-mêmes, de maintenir une bonne image. On peut jouer sur une motivation financière, les récompenser, etc., etc. On voit bien que malheureusement, ces démarches, même sur un sujet qui est aussi peu, on va dire, qui prête pas forcément à la polémique, comme le fait de moins consommer de suremballage, en fait, souvent, les gens vont retomber dans leurs habitudes très rapidement à la fin de ce qu'on va mettre en place. Et que à la première difficulté, on va souvent retomber dans des comportements qui étaient préexistants et qui ne sont pas vertueux. Donc,
voilà, tout ça pour vous dire, au niveau comportemental, ce qui est très difficile à changer, c'est toutes nos habitudes. Et on voit que sur un sujet déjà, comme le tri des déchets, c'est compliqué. Dans le cas de la mobilité, par exemple, c'est encore plus complexe. Pourquoi? Parce que mon intérêt, y compris, mon intérêt en tant qu'individu, il passe un peu à côté. L'intérêt, il est plutôt au niveau de la communauté, au niveau macroscopique. Le fait de passer plutôt du temps en transport en commun que dans ma voiture, même si dans les deux cas, je suis dans les bouchons, pour un certain nombre de personnes, c'est considéré comme une violence faite à eux-mêmes, un renoncement à un confort individuel. Ça soulève des questions aussi sur la crainte, sur la disponibilité des services si on passe par de l'autopartage, par exemple, sur la responsabilité des autres. Certes, je vais faire un effort, mais est-ce que tout le monde va en faire autant? Est-ce que ce serait pas un peu injuste? Et donc, on voit tout de suite s'engager des logiques dont vous avez déjà peut-être entendu parler, et en tout cas, on a tous des exemples en tête de basculement comme ça, d'engagement dans des, comment dire ça, dans des, on va dire, des discours d'inaction climatique, par exemple. Pourquoi moi, je devrais renoncer à ma voiture alors que finalement, ça a un impact bien moins important que ces personnes qui font du tourisme spatial. Donc finalement, je vais continuer à utiliser ma voiture. Est-ce que finalement, c'est pas me mettre en danger personnellement parce que si jamais j'ai un imprévu, l'autopartage c'est très bien, mais en fait, ça ne me permet pas de faire ceci ou faire cela. Et donc, il va être nécessaire d'aller vers ces personnes, d'engager un dialogue, y compris envers des gens qui s'intéressent pas à ce sujet. Et on sait que les gens qui s'intéressent aux enjeux climat, énergie, biodiversité, etc., ils sont malheureusement pas majoritaires, et en tout cas parmi ceux qui s'y intéressent, assez peu nombreux sont ceux qui veulent vraiment s'engager durablement dans des comportements qui comptent, qui ont un impact. Et donc, l'enjeu, ça va être d'aller vers des personnes, y compris des gens qui ne s'y intéressent pas, de les renseigner, de les informer, de les rassurer sur du long terme, de faire cet exercice une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois que va se présenter une difficulté aussi, pour éviter qu'ils retombent tout de suite dans leurs comportements initiaux. Ça va être de tout simplement travailler aussi sur les offres, etc., etc. Donc, tout ça pour attirer votre attention sur un fait qui est qu'on parle souvent d'acceptabilité sociale comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une procédure à appliquer sur un territoire. On a une certaine façon de faire, on a une certaine procédure qui permet de faire de l'acceptabilité sociale, qui permet d'engager des gens dans un dispositif, etc. Il y a des choses qui sont très bien faites, des initiatives qui fonctionnent, mais gardons à l'esprit qu'en fonction des territoires, en fonction des thèmes sur lesquels on intervient, en fait, les réalités qui sont derrière ces sujets sont très différentes. Et là, j'ai balayé très rapidement ces sujets. Derrière, je fais aussi du conseil, j'interviens sur des projets, j'interviens comme formateur autour de conflits de territoire, etc. Chaque territoire a ses propres dynamiques. Et donc, cette complexité, elle nécessite vraiment de travailler, d'être force de proposition dans ces questions d'acceptabilité. Alors malheureusement, je n'ai pas tellement de temps ici de parler de solutions, des démarches à entreprendre, des leviers à mobiliser, mais j'espère que j'ai quand même réussi à vous transmettre, on va dire, un panorama, certes qui était assez succinct, mais qui aborde certains sujets et notamment les difficultés principales autour de sujets clivants d'une part pour la méthanisation et les énergies. On voit que sur certains types de projets de territoires, certes d'intérêt général, mais portés par des intérêts privés, le fait que les casquettes soient multipliées et que les thèmes clivants associés soient très nombreux, ça rend toute cette procédure d'acceptabilité sociale très complexe et que de l'autre côté, et presque paradoxalement, sur des sujets qui relèvent pourtant de la transition énergétique, eh bien en fait, l'enjeu est tout au contraire d'engager les gens, de les motiver, de les informer, de les associer à des projets pour lesquels finalement la motivation et leur capacité à s'investir, elle n'est pas forcément là dès le départ. Alors, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à revenir vers moi, que ce soit durant cette présentation ou plus tard, pour me poser des questions, si jamais vous souhaitez revenir sur certains sujets ou si vous avez des projets sur lesquels vous avez envie d'informations. Je peux te rendre la parole, Marie. Merci Colin pour ce premier éclairage justement. Justement, un rappel, je l'ai mis dans le chat, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager justement dans le chat.
Et puis, on verra si jamais on pourra distribuer la parole éventuellement ou alors on les transmettra. On verra et ça tout au long des présentations. Effectivement, dans ce que tu dis, ça fait le lien. Alors c'est quelque chose qu'on avait un peu abordé dans notre première université de la citoyenneté écologique qu'on a fait du coup en octobre dernier. Cette idée qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont engagées, qui sont persuadées qu'il y a des changements à opérer, même si effectivement vraiment pas suffisamment, hein, là-dessus on est bien d'accord. Mais pour autant, c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose qui monte de plus en plus et en particulier aussi dans les jeunes générations. Mais en même temps, on a quand même aussi toute cette opposition qu'on va pouvoir d'ailleurs voir de façon très concrète dans les différents projets qu'on va aborder après et puis dans les ateliers. Et du coup, par rapport à ces freins que tu as un peu évoqués là, et un peu ce hiatus qu'il y a entre la volonté de changement, mais en même temps pas pour moi et pas trop proche de chez moi, est-ce que tu aurais un ou deux leviers clés à nous partager quand même pour qu'on se dise, bon, il y a un petit espoir et par où on commence? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? D'abord, je pense que le point central, c'est vraiment d'avoir une démarche qui soit la plus transparente possible et ce, le plus tôt possible. Quand on porte un projet de territoire, tout l'enjeu, ça va être d'être la personne ressource, la personne que les riverains vont venir voir, la personne vers lesquelles ils vont se tourner pour poser des questions. Et ça, qu'on porte un projet qui soit compliqué, qui fait peur et sur lequel va se constituer une opposition, on doit être la personne ressource dans ces cas-là, parce que sinon, ça veut dire qu'on laisse cette place de personne ressource à quelqu'un d'autre sur le territoire. Et ça, souvent, c'est parce qu'on n'a malheureusement pas été suffisamment proactif dès le départ. C'est vrai aussi quand on porte une initiative sur un territoire, être bien identifié, c'est vraiment le point de départ de l'initiative. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de maintenir on établit des canaux de communication le plus tôt possible et cette relation de confiance là le plus tôt possible et on la maintient le plus longtemps possible durant toute la durée du projet. Pourquoi? Dans le premier cas, tout simplement parce que des craintes, il va y en avoir tout au long du projet, qu'il y a différentes phases aussi de projet, notamment quand on va basculer sur la construction, ça va soulever des questions qui vont être bien différentes. Je pense au projet éolien, quand on va poser un mât de mesure pour tout simplement des questions d'études de vent, par exemple. Ça va soulever des questions dans la population, ça va être facteur de crainte aussi. À ce moment-là, il est intéressant d'avoir cette relation de confiance, de retourner vers les personnes, de les informer sur ce que l'on est en train de faire, sur le rôle de l'expertise, pourquoi c'est nécessaire, parce que le projet, il va durer 2-3 ans, au-delà même parfois. Donc, cette relation de confiance, il faut la maintenir parce qu'à chaque étape, potentiellement, on va perdre le contrôle du dialogue territorial. On ne sera plus la personne qui va être entendue, on ne sera plus la personne ressource sur le sujet. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on va se retrouver dans une position où non seulement on présente une industrie et son projet et on essaye de cumuler toutes ces casquettes sans être perçu comme une personne qui fait sa propre publicité, outrancière en présentant l'éolienne, par exemple, de manière extrêmement positive parce qu'il a un projet à défendre. Mais en plus de ça, on se retrouve à revenir sur le terrain des idées reçues, des critiques qui sont constructives ou pas, etc., etc. Et ça va être un effort encore en plus de basculer vers ce qu'on va être, véritablement de la gestion du conflit. De la même manière, sur des initiatives qui sont pas clivantes, là je vais parler de la mobilité par exemple, sur lequel c'est surtout difficile d'engager les gens. Cette question d'engager sur du long terme, c'est nécessaire. Chaque fois qu'il y a une difficulté qui se présente, quand on est sur de l'accompagnement au changement de comportement, par exemple, si j'ai l'habitude de faire de l'autopartage et ce jour-là, il n'y a personne à disposition, pour me prêter sa voiture parmi les quelques personnes avec qui je fais de l'autopartage, par exemple, et bien tout de suite, je vais basculer vers de la voiture individuelle, je vais mal le vivre, je vais tout de suite revenir à mes habitudes initiales. De la même manière, pour le tri des déchets, si jamais mon espace où je trie mes déchets est sale un jour ou que je me sens en insécurité tout d'un coup une fois, une nuit en hiver lorsque je vais porter mes déchets, et bien en fait, on va rebasculer vers les comportements initiaux. Donc, c'est nécessaire d'avoir cette relation sur du long terme, d'être là à toutes les étapes et de trouver un moyen de maintenir le canal de communication pour accompagner le changement chaque fois que ça va devenir nécessaire. Après, il y a différentes stratégies pour le faire. C'est pour ça qu'on voit se multiplier des applications, des forums. Voilà.
parce qu'on n'est pas en capacité d'être tout le temps là derrière les gens, mais c'est quand même une question qui est centrale, d'être là, présent, tout le temps pour réamorcer, remotiver, répondre à tes interrogations, éviter le décrochage dans tous les cas, ou dans le premier cas, éviter de s'engager dans des logiques d'opposition qui vont être stériles et qui vont dépasser le projet et le porteur. Dans le chat, il y a une demande d'avoir une vision schématique. Je ne sais pas si tu as quelque chose comme ça, imager un schéma qui pourrait résumer un petit peu les différents principes que tu as évoqués tout à l'heure. Alors malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais imaginons un cercle avec des individus, des groupes sociaux et un territoire. Et derrière chacune de ces, derrière chacune de ces composantes, on va dire, sont des logiques qui sont vraiment propres. Du côté des individus, on a la question des comportements, de la motivation, de la capacité à aller de l'avant, réel ou pas, des connaissances aussi sur le sujet énergie-climat. Derrière les groupes sociaux, on a ces questions de désinformation, d'idées reçues, les logiques d'opposition, les logiques aussi d'intérêt d'acteurs économiques, etc. Au niveau des territoires, on a toutes les logiques autour des élus, par exemple. On a aussi des logiques d'adaptation des territoires à des enjeux climatiques, etc., etc. Il faut bien comprendre que du coup, sur chaque projet, on a bien ces 3 niveaux qui interagissent. Les élus font pas seulement de l'information auprès des citoyens. Les citoyens sont libres ou pas de s'approprier l'information qui leur est transmise. Je peux faire de la communication, c'est pas pour ça que je vais être entendu. De la même manière, les citoyens peuvent choisir de se constituer en association ou en opposition. Et donc, on voit qu'il y a différents niveaux d'action comme ça et que malheureusement, il va être nécessaire d'aller voir en fonction des thématiques et des territoires comment travailler à partir de ces différents niveaux pour essayer de favoriser l'acceptabilité ou en tout cas d'éviter qu'une s'amorce une perte du dialogue territorial. Merci. Après, je pourrais toujours essayer de trouver un schéma plus explicite par la suite, ou de le transmettre si jamais éventuellement, c'est oui, vraiment voilà, nécessaire. parce que de toute façon, on pourra envoyer nous par la suite des ressources pour aller plus loin, etc. Donc oui, c'est complètement possible. Alors, il y a plusieurs questions. Une question pour avoir un cas pratique de projet que tu aurais accompagné, mais je propose qu'on mette entre parenthèses cette question, tout simplement parce qu'on va avoir un témoignage qui va revenir justement sur plusieurs projets qui ont été accompagnés Oui, c'est ça. et qui vont plus loin, donc ça risque d'être un peu redondant. Donc après, on pourra y revenir si jamais. Je pense que sur la question des accompagnements, je pense que Adeline va prendre la parole et qu'elle a des exemples à nous présenter et que ce sera parfaitement sur le sujet. Donc, je laisserai Adeline répondre à cette question en quelque sorte. Et on avait 2 questions ensuite. Une sur la personne ressource. Est-ce que c'est bien le porteur de projet qui la nomme? Généralement, le mieux, ce serait que le porteur de projet soit la personne ressource. Le problème dans un certain nombre de cas, c'est que justement, la multiplication des casquettes fait qu'il est difficilement entendable. Et parfois même, j'ai dit que l'industriel ou l'agriculteur, eh bien, en fait, il accole ce méthaniseur ou peu importe le cadre, mais le projet de territoire, il s'inscrit dans le cadre d'une industrie existante. Il peut y avoir des relations conflictuelles déjà à la base. Le capital confiance du porteur de projet n'est pas forcément positif lorsqu'il se lance dans le projet. Donc, la personne ressource, logiquement, et dans le meilleur des cas, c'est le porteur de projet. C'est quand même celui qui est le mieux placé pour en parler et qui doit ensuite se faire accompagner par des personnes qui maîtrisent tel ou tel aspect du sujet, qui vont pouvoir être mobilisées, par exemple, pour faire des présentations, pour répondre à des questions, pour intervenir auprès des élus. Malheureusement, la personne ressource, la plupart du temps, en fait, c'est la personne qui est disponible à ce moment-là et souvent la personne qui est la plus à même de convaincre et de porter un dialogue, c'est souvent des opposants qui ont une facilité à convaincre aussi parce que c'est des arguments qui sont beaucoup plus faciles à dérouler, d'être dans l'opposition sans forcément être constructif. C'est beaucoup plus, on va dire, facile, efficace et puis on est beaucoup plus nous-mêmes sensibles à des arguments qui sont présentés comme nous défendant nos intérêts en tant qu'habitants. Plutôt que le discours d'un porteur de projet qui arrive avec un projet complexe sur lequel il a ses propres intérêts, sur lequel il faudrait prendre le temps de se former. Et puis, la question énergie-climat, c'est quelque chose qui fait peur. Je pense que tout le monde n'a pas envie de se former de façon experte sur le sujet. Donc, on voit que malheureusement, la personne ressource, c'est pas forcément la meilleure personne pour parler du projet. C'est souvent un acteur tiers qui arrive et qui prend cette place.
Merci pour cette précision. La dernière question qu'il y a, c'est pareil, je propose qu'on la mette un peu entre parenthèses, mais plutôt qu'on la traite en fait dans les prochaines interventions, puisque c'est la question quand l'opposition s'installe, comment la considérer. Et je crois que Adeline a un parfait exemple aussi là-dessus. On va en parler aussi dans les différentes interventions suivantes, et on pourra y revenir à la fin si jamais. Oui, Mais je pense que ça peut être vu oui, c'est ça. par la suite, Sachant à moins que tu que veuilles quand dire même, un mot, Colin, là-dessus. juste en un mot, attirer l'attention sur le fait que toutes les oppositions sont pas, enfin, toutes les oppositions sont pas à rejeter. Les oppositions, elles peuvent être constructives et puis elles peuvent être légitimes parfois aussi. Je pense à certains projets, on n'est pas forcément d'accord avec certains projets pour de très bonnes raisons. Donc les oppositions, elles peuvent être légitimes, elles peuvent être constructives. La vraie question, c'est que faire lorsqu'une opposition refuse le dialogue, qu'elle s'appuie sur un manque de connaissances de la part des habitants et qu'elle va utiliser ça à son propre avantage. Et là, je pense que sur ce genre d'opposition, c'est bien là où on a le plus de difficultés. Voilà, juste Merci. pour brasser, c'est pas aussi simple que ça, les logiques d'opposition. En tout cas, Mais je j'espère pense que que la c'est… présentation était claire. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder, enfin en tout cas dont on a parlé lors de nos échanges quand on préparait quand je préparais avec les différents intervenants, c'est un sujet qu'on a abordé justement. Cette question de est-ce qu'il faut absolument rechercher un consensus global. Bon voilà, tu commences à y répondre et je pense qu'on va continuer à y répondre dans les prochaines interventions justement. Merci beaucoup pour cet Merci. éclairage et puis de toute façon, on refera la navette tout au long des échanges pour que tu puisses aussi réagir et peut-être apporter aussi ta vision sur ce sujet-là. Du coup, je propose de passer la parole à Adeline pour justement avoir des présentations de projets concrets justement sur ce sujet. Oui, alors, je vais peut-être. Pendant que je partage mon écran, voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon, vous voyez bien le bon écran? Très bien. Donc, peut-être commencer par me présenter. Je pense que tout le monde ne connaît pas l'association. On est une petite association on est 12 salariés. On est issu du réseau des CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, donc avec un ADN agricole. Et on a été créé en 95, on a un peu plus de 25 ans, sur des questions d'économie de carburant dans les tracteurs. Notre première activité a été un banc d'essai qu'on a toujours aujourd'hui pour faire passer les tracteurs au banc d'essai et faire des économies de carburant. Et puis très rapidement, on a travaillé sur la valorisation du bocage dans les chaudières. C'était à l'époque novateur. On travaille toujours dessus en animant le plan bois en Bretagne, mes collègues de Bretagne. Et puis on s'est élargi quelques années après aux valorisations au pluriel non alimentaires de la biomasse, en travaillant sur le miscanthus, puis en travaillant aussi sur la méthanisation. On anime le plan biogaz en Bretagne et Pays de la Loire. On a une équipe de 5 personnes sur la filière méthanisation. Donc on anime ce qu'on appelle le plan biogaz. C'est un dispositif d'animation qui est soutenu par l'ADEME et les conseils régionaux de Bretagne et de Pays de la Loire. Moi-même, je suis basée à Nantes, donc un petit peu plus sur la région Pays de la Loire. On est aussi actif au niveau de la filière, au niveau national, en faisant partie du club biogaz. Et puis en Pays de la Loire, j'anime un petit groupe de travail au sein de la filière sur les sujets d'intégration locale et donc d'acceptabilité. L'idée étant effectivement d'améliorer un petit peu cette question pour les projets en général, parce qu'effectivement, c'est pas nouveau ces questions-là. Je me souviens avoir monté une formation pour un collectif avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. On avait 2 collectifs dans les années 2015 et aujourd'hui, voilà, les problèmes sont à peu près les mêmes, mais avec la multiplication et le développement de la filière, effectivement, plus il y a de projets, plus ils sont, puis la filière évoluant, susceptible d'apporter des craintes vis-à-vis des riverains qui vont accueillir ou subir les projets qui sont développés. Alors du coup, je vais dérouler 3 exemples et on va voir effectivement que on va retrouver un petit peu des choses qu'a exposé Colin tout à l'heure. 3 exemples du projet
et bientôt installation le plus, pas le plus, mais qui paraît exemplaire et qui réunit un certain nombre de facteurs. Et puis le dernier étant un projet abandonné dont on pourra essayer de retirer quelques enseignements. Alors, le premier exemple que vous voyez à l'écran, certains d'entre vous le connaissent sûrement parce que c'est une installation qui est assez grande et qui contredit un petit peu des fois le small is beautiful, c'est-à-dire qu'un projet d'ampleur peut aussi être accepté sur un territoire, c'est aussi possible. C'est un projet qui fait 75 000 tonnes à peu près. Pour avoir un ordre de grandeur, la plus grosse installation dans le Grand Ouest, elle est à Charchigny, dans le Nord Mayenne. Elle a été portée par des agriculteurs, par le monde agricole et par des agriculteurs. C'est 110 000 tonnes. C'est le plus gros qu'on a en fonctionnement épied là-bas. Donc là, on est à 75 000 tonnes. Donc c'est quelque chose vraiment d'ampleur qui réunit 55 exploitations agricoles. À la base, c'est un projet pour faire, je termine par quelques chiffres, pour faire 350 normomètres cubes. Donc, c'est une taille assez importante. Donc, on est dans l'injection, on va injecter du gaz dans le réseau. Et là, on est sur une initiative qui vient à la base d'acteurs du territoire, que sont l'industriel Tribala et puis la coopérative de Janzé, qui à la base, année 2015, se sont retrouvés en se disant on a des biodéchets, des déchets organiques, tous les deux à traiter dans un secteur assez proche et qui ont souhaité monter un projet ensemble, sans les voir réchauffer communauté pour pouvoir évaluer sur quel terrain quel terrain pourrait accueillir le projet de méthanisation. Et ça a fait tilt auprès des élus, auprès de la collectivité qui avait un projet qui porte pour le territoire des objectifs ambitieux dans le cadre notamment des objectifs de territoire à énergie positive qui font partie du réseau des TEPOS. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ce témoignage, notamment lors des rencontres TEPOS qui ont eu lieu dans le Mené en 2020. Ce projet a été présenté à ce moment-là. Et donc, avec ces objectifs-là qu'ils portaient, ils se sont dit, mais il faut le projet que vous nous présentez, il rentre totalement dans nos objectifs. Donc, on va s'inscrire avec vous et on va en faire un projet co-construit. Et donc, dès le début, avec une convention de partenariat, ils se sont très fortement impliqués. Et c'est le caractère assez... il y a un double caractère. L'implication de la collectivité, vous allez le voir, elle a continué à de nombreux égards. Et puis aussi, Colin l'exprimait tout à l'heure, l'inscription vraiment dans le cadre des objectifs que s'est fixé la collectivité. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a des objectifs dans beaucoup de collectivités, on a des projets d'autre part, et puis les deux ne s'articulent pas toujours. Là, on a vraiment inscription. La collectivité a souhaité très tôt participer au suivi du développement de toutes les études et a participé très fortement à la gouvernance. Il y a eu une concertation qui a été menée 18 mois avant l'enquête publique avec des groupes d'acteurs qui ont élaboré des chartes de bon voisinage. Donc, elle s'est fortement impliquée, elle a été facilitatrice. Elle a voulu aussi être assez tôt attentive aux enjeux, aux questions, aux craintes qui ont été entendues lors de ces ateliers et en voulant apporter des réponses ou lorsqu'il y avait des craintes légitimes identifiées, voulant retravailler le projet. Et puis tout en voulant conserver localement la valeur ajoutée. Le projet Enerfé aujourd'hui, c'est 5 actionnaires. Dedans, vous avez une SAS qui réunit le monde agricole, les 55 agriculteurs et la coopérative de Janzé, la Roche-Chauffée Communauté, la SEM de la région Élan, la SEM du syndicat d'énergie, et puis un énergéticien avec sa filière biométhane, Énergie Biose. Donc voilà, on a un certain nombre de facteurs qui nous laissent penser, qui sont réunis dans ce projet-là, qui nous laissent penser qu'ils ont un peu coché un certain nombre de cases, mais avec un fort portage politique et une inscription dans les objectifs du territoire pour ce projet-là. Donc aujourd'hui, il est en construction et la construction va se poursuivre. Et ce qui montre ici avec cet exemple-là que des projets d'ampleur peuvent aussi aboutir. Donc ça, c'est le premier projet, mais tous les projets ne sont pas de cet acabit-là. On a des projets plus petits, puis des projets qui peuvent être moins portés par la collectivité, parce que la collectivité souhaite moins s'impliquer. Je vous en présente un deuxième exemple qui est dans le pays d'Anceny.
qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, qui est une installation en construction aujourd'hui, qui devrait être mise en service avant l'été, qui est portée par 6 exploitations agricoles. Donc, par rapport au projet d'avant, on est sur 23 000 tonnes, majoritairement des effluents agricoles de ces 6 exploitations, plus quelques exploitations alentours qui n'ont pas souhaité s'investir, mais qui vont faire des échanges. Ici, on est aussi dans l'injection de biométhane directement dans le réseau. Donc, il a fallu aussi raccorder, il va falloir, et les travaux ont commencé de raccordement de cette installation. Historiquement, à la base, donc on n'a pas une implication aussi forte de la collectivité, mais à la base, la COMPA, donc la communauté de communes d'Anceny, avait lancé des études en 2013 pour justement développer des projets de méthanisation. Et puis, ces études techniques ont permis de regarder, de faire des études de gisement, puis de questionner quelques agriculteurs. Et puis, il n'y avait pas forcément de suite donnée à ces études parce que, voilà, un certain nombre de freins technico-économiques. Et puis, ça avait suscité l'envie chez certains agriculteurs qui ont repris le sujet, qui se sont dit, ben, on va pas forcément attendre, on va développer le projet. Et puis, finalement, ben, la collectivité, il y a eu changement d'élu, la collectivité les a soutenus dans leur développement en soutenant ben, leur étude de faisabilité, tout simplement. C'est un groupe d'agriculteurs pour lequel on a fait aussi une formation sur la constitution de leur collectif, la gouvernance. Et donc, ils ont continué leurs études. Ils ont pris en compte cette question aussi d'acceptabilité, notamment dans leur choix de leur terrain. Ça aussi, je pense que c'est un des enjeux très importants de pouvoir se questionner lorsqu'on choisit la parcelle. Ils avaient un premier terrain en vue, ils sont allés voir les quelques riverains, ils se sont assez vite rendus compte que ça allait être très compliqué. Ils ont changé de fusil d'épaule. C'est pas toujours possible, hein. Là, ça a été le cas. Ils ont changé de fusil d'épaule. Et puis, assez rapidement, ils sont très impliqués localement, qui dans le club de hand, qui dans le club de foot, en parler, et puis en parler avec les riverains proches assez rapidement. Ils ont ouvert leur actionnariat, notamment en allant voir le syndicat d'énergie et via SACEM. Il faut savoir que lors du démarrage du projet, le département les a aussi soutenus pour les aider. Et puis en ouvrant aussi leur capital à du financement participatif local. Voilà. Donc c'est pour dire qu'aussi qu'un projet porté par ici des agriculteurs dont la gouvernance est très majoritairement, voire quasi exclusivement par les agriculteurs. Ici, ils ont voulu s'ouvrir, l'inscrire effectivement dans le territoire, et puis ils ont pris en compte ils ont pris en compte des éléments pour s'assurer que leur projet allait pouvoir être bien accepté par les riverains qui allaient le côtoyer demain. Donc, c'est une unité qui sera mise en service avant l'été. Et puis, pour terminer, j'ai voulu illustrer avec un troisième exemple. Alors, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. J'ai cru voir que, notamment, La Roche-sur-Yon était peut-être représentée aujourd'hui, donc ça parlera peut-être. J'aurais pu en choisir d'autres. J'ai choisi ce projet-là aux Établières. Pourquoi ? Parce qu'il a été abandonné depuis suffisamment de temps. Il est abandonné depuis 2016 pour ne pas remuer des blessures chez certains. C'est un projet qui est plus petit. Vous voyez, 10 900 tonnes, 29 tonnes jour. Je vous en reparlerai un petit peu après. Ça a son importance, ce seuil-là. C'est un projet qui est plus petit, qui pourtant a été porté par des acteurs vraiment du territoire, notamment la ferme des Établières, qui est une ferme expérimentale, la chambre d'agriculture, l'école d'agriculture, donc très impliquée localement, qui avait aussi ouvert son capital à des exploitations agricoles, au Club Hippique, un entrepreneur privé, l'ASEM Vendée Énergie, donc d'autres acteurs du territoire, donc un projet qui s'ouvrait aussi, mais qui assez vite a été confronté à de forts conflits. Vous voyez la photo là, qui vient d'Ouest France, qui doit dater de 2015, je pense, assez vite en conflit avec les riverains. Alors, il y a une multitude de raisons. Je le sens, parce que je suis en visio. Vas-y, attends, je coupe mon micro. Alors, si tout le monde peut couper son micro, merci. Assez vite, face à
je perds le plus de ce que j'ai, excusez-moi. Donc voilà, un projet qui qui a assez vite rencontré un conflit. Alors, plusieurs raisons à ça, et bien sûr, et je les connais sans doute pas toutes, et on va pas toutes les citer aujourd'hui, mais il a réuni notamment plusieurs facteurs. Le premier, que c'était un projet techniquement audacieux, pour ne pas dire ambitieux, donc avec des technologies qui ont changé au fur et à mesure du temps. Donc, d'un projet au début en cogénération qui devait valoriser de la chaleur, ils sont passés en injection. Un environnement périurbain, donc on est vraiment aux portes de La Roche-sur-Yon, mal appréhendé. Au début, il se justifiait par rapport aux besoins de chaleur, et puis il est passé en injection. Donc, les riverains ne comprenaient pas pourquoi on maintenait le projet là, alors qu'il n'y avait plus besoin d'être proche du besoin de chaleur. Qui dit milieu périurbain dit effectivement une population plus importante qui va devoir vivre à côté du projet. Et puis surtout, ce qui leur a fortement été remonté et ce qui est mal passé, c'est que c'est un projet qui a voulu rester à 29 tonnes jour, donc c'est le seuil de la déclaration. Au-delà, pour les installations classées pour l'environnement, on passe en enregistrement, donc avec une démarche vis-à-vis du dialogue territorial qui est plus obligatoire, et puis qui devient obligatoire, et puis le seuil d'après, c'est le seuil de l'autorisation. Et le fait de vouloir rester en déclaration, donc avec aucune obligation de dialogue territorial, leur a été fortement reproché justement parce que lorsqu'on veut absolument passer surtout à 29 tonnes jour, c'est-à-dire au seuil maximal, eh bien, assez légitimement, on se dit que ils ont quelque chose à casser, ils veulent faire ça en catimini, voilà. Donc c'est quelque chose. Et je trouvais intéressant d'en reparler aujourd'hui, malgré toutes ces années. Pourquoi ? Parce que du fait qu'un certain nombre de projets rencontrent pas mal de difficultés, beaucoup sont tentés par se dire, on va faire quelque chose d'abord de plus petit, puis c'est toujours ça, on veut à 29 tonnes jour, on va passer en déclaration, puis quand ça tournera, on augmentera. Et effectivement, on a beau leur dire que c'est pas forcément plus judicieux, on oublie un petit peu que certains se sont cassés les dents et que de toute façon, on n'échappera pas au dialogue territorial. Et justement, pour pouvoir maintenir dans la durée, il est important, comme le disait Colin tout à l'heure, de le commencer le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Donc voilà, avec 3 exemples un petit peu. Le premier, un projet d'ampleur, vraiment unité territoriale, jusqu'au dernier projet qui a été abandonné, avec des enseignements divers. Bien sûr, il y a d'autres multitudes de cas de figure, et chaque secteur, chaque territoire a aussi son historique et ses particularités. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup transparaître dans les démarches et dans la vie des porteurs de projets. Voilà pour ce que j'avais à dire. Super, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que ça nous permet d'avoir une vision assez diversifiée de comment un projet peut se présenter, quels acteurs il peut impliquer, et puis les différentes débouchés qu'il peut y avoir. Je trouve que ça fait bien le lien avec un commentaire qui arrivait un petit peu avant, je crois, mais le dernier exemple, donc le commentaire qui a juste là sur comment faire face à la défiance des différentes parties prenantes entre elles pour dépasser celle-ci et les idées reçues qui vont avec. Et puis la question du médiateur associatif, est-ce que les associations sont les mieux placées pour faire cette médiation, et est-ce que c'est indispensable ? Alors, je vais tenter une première réponse, mais peut-être que l'avis de Colin pourrait être intéressant aussi. En fait, en fonction de ce que je vois par rapport au projet que l'on suit, en fonction de la taille du projet, on a plus ou moins les moyens de faire appel à un professionnel de la concertation. Mais dès lors que c'est possible, on encourage fortement les porteurs de projets à se faire aider dans leur démarche, mais parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est très difficile de porter toutes les casquettes, d'être en plus un bon communicant, d'être sûr de soi, de s'impliquer et ils sont impliqués localement. Ça peut aussi des fois être très difficilement vécu parce que ils habitent tous les jours.
leurs enfants vont à l'école avec les enfants des opposants à leur projet. Certains, voilà, donc ça peut entraîner des conflits personnels très compliqués. Donc, dès lors que ils peuvent, on les incite à se faire effectivement accompagner. Alors, le milieu associatif, alors ça dépend ce qu'on entend par association. Je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est de dialoguer avec les associations locales, notamment s'il y a une association de protection de l'environnement, je pense que ça sera redit tout à l'heure, c'est hyper important parce que c'est eux qui connaissent particulièrement bien le secteur et peut-être des enjeux que n'avaient pas identifiés les porteurs de projets. Les porteurs de projets ne sont pas des naturalistes, par exemple. Donc, ils ont besoin d'avoir cet avis-là. Après, dans l'association, on met plein de choses. Nous, on est une association à 1901, mais on est partie prenante de la filière. On est neutre, on n'a rien à vendre, on est soutenu par l'ADEME et la région, mais on est tout de même partie prenante de la filière. Donc, on peut appuyer, et puis dans l'intérêt général, de pouvoir montrer quelles sont les bonnes pratiques, quels sont aujourd'hui l'état des connaissances actuelles scientifiques de la méthanisation. C'est des choses qu'on fait, notamment auprès des élus. Maintenant, quand il s'agit d'accompagner un projet, voilà, il faut qu'il s'entoure de personnes compétentes et qu'il aille voir surtout les acteurs importants de son secteur, qu'ils soient associatifs, les entreprises, voilà. Effectivement, il y avait un commentaire dans le chat là-dessus, justement, sur association ou pas. Au final, le statut n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est effectivement cet aspect de neutralité et puis de formation, parce que c'est une vraie compétence de pouvoir animer une concertation. Donc voilà, et après, pour le coup, on ne manque pas d'acteurs spécialisés sur ces sujets. Mais voilà, je pense effectivement que c'est important de le préciser. Est-ce que Colin, tu voudrais réagir sur ce point-là? Juste pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Adeline, je suis parfaitement en accord avec elle sur le fait que les acteurs associatifs locaux, faut les investir sur ces questions-là. C'est des têtes de pont pour dialoguer. C'est beaucoup plus simple que d'aller voir toutes les personnes sur le territoire. Après, sur les questions techniques, ça dépend de la phase dans laquelle on se trouve. Si on est en début de projet et qu'il est nécessaire de répondre à des questions, c'est important d'avoir bien identifié les personnes qui sont compétentes sur tel ou tel sujet. Et ça peut être aussi varié que les modèles agricoles, si les questions et les craintes portent sur les modèles agricoles, que sur la méthanisation pure et dure, que sur l'implantation du futur réseau de gaz, que sur, par exemple, le patrimoine local, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de vraiment bien trouver les bonnes personnes ressources. Et par contre, pour compléter ce qu'a dit Adeline, et pour rebondir sur ce qu'elle a dit, ce que je trouve vraiment intéressant dans les exemples qu'elle a donnés, au niveau du dernier exemple, notamment, c'est la question de la cohérence. Et c'est très difficile sur un projet qui va souvent changer. Quand on doit amender son projet, c'est très compliqué de rester cohérent avec ce qu'on a présenté juste avant. Et bien expliquer les modifications qu'on va devoir apporter au projet, c'est essentiel parce que tout simplement, si on n'arrive pas à bien s'expliquer, c'est comme si on repartait de zéro, mais sans le capital confiance qu'on avait au départ. Parce que tout d'un coup, c'est comme si on reportait un deuxième projet, sauf que l'impression que ça donne au niveau local, au niveau des riverains, c'est notamment le fait que peut-être que s'il y a un deuxième projet qui émerge, en tout cas s'il y a eu des modifications, c'est tout simplement parce que le premier était soit mal conçu, soit qu'il contrevenait à certaines règles au niveau de la réglementation du montage, peut-être que c'était mal ficelé, peut-être que le porteur de projet a eu les yeux plus gros que le ventre aussi et que son projet a été retoqué, etc., etc. Et très rapidement, si on n'arrive pas à fixer les choses, à être cohérent ou à expliquer toutes les modifications qu'on va avoir à apporter à son projet, ce capital confiance on le perd, et derrière, au niveau du dialogue territorial, on se retrouve dans la situation où c'est comme si on n'avait plus de capacité de présenter son projet. On va se retrouver à défendre un nouveau projet tout en répondant aux questions sur l'ancien, en disant que l'ancien, il est tombé à l'eau pour X ou Y raison. Et donc, on se retrouve encore dans une situation qui est d'autant plus complexe que, encore une fois, personne vraiment au niveau du public n'a les compétences pour acquérir, n'a les compétences pour comprendre toutes les clés autour d'un projet de territoire, tout ce que ça implique. Donc, c'est là où, encore une fois, c'est vraiment nécessaire de faire avec le territoire, de chercher à s'ancrer sur le territoire, d'aller voir les acteurs qui sont présents, que ce soit associatifs, élus ou acteurs économiques, et d'ancrer le projet au sein de véritables besoins, au sein d'une dynamique.
pour que ce soit aussi des têtes de pont lorsqu'on va devoir apporter des modifications, pour relayer un message, pour être, pour éviter ces moments qui sont vraiment dramatiques. Hein. Apporter une modification à son projet, c'est pas seulement reprendre son dossier et le corriger, c'est derrière l'expliquer à 500 personnes qui vont pas comprendre pourquoi il y a cette modification, alors qu'on leur présente un projet parfois depuis 6 mois, 1 an. Merci pour ces réponses. Il y a une question propre justement au projet de méthanisation, sur leur temporalité. Est-ce que la temporalité des projets de méthanisation joue en faveur de l'acceptabilité des projets selon vous? Alors, je sais pas si, on peut la comprendre dans les deux sens, cette question, mais est-ce que les projets de méthanisation sont plus ou moins facilement acceptables maintenant par rapport à il y a quelques années ou finalement dans le temps? En tout cas, si je prends la question aujourd'hui par rapport il y a 5-6 ans, en fait, c'est difficile de répondre dans le sens où il y a beaucoup plus de projets, donc forcément, il y a beaucoup plus d'opposition. Maintenant, l'opposition s'est structurée. Je pense que la structuration de l'opposition dans la filière éolienne, on la retrouve aujourd'hui avec des associations nationales qui vont communiquer auprès, qui vont aller chercher les riverains de projets locaux pour essayer de les aider à monter des collectifs d'opposants. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a pu voir dans l'éolien et qu'on voit aujourd'hui dans la méthanisation, donc qui durcissent. Qui peuvent durcir l'opposition avec beaucoup de choses aussi qui circulent sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de contre-vérités, de choses qui ne sont absolument pas argumentées d'un point de vue scientifique ou retour d'expérience. Merci. Et concernant les sujets de médiation, une question par rapport à des travaux du Rameau, mais pas que. Donc le Rameau qui a travaillé sur les alliances dans les territoires avec l'émergence des nouveaux métiers. Est-ce que vous avez connaissance s'il y a un volet d'expertise en médiation qui est proposé, et est-ce que de façon générale il existe un annuaire ou un référentiel sur ces sujets de médiation? Moi, dans région, je peux conseiller l'ICPC, l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, alors, c'est 44, mais en soi, il y en a alors, tous les départements, je ne voudrais pas m'avancer, mais en tout cas, si vous tapez ICPC, vous devriez en trouver. Il y a beaucoup de ressources qui sont valables à toutes les échelles, même sur le site de l'ICPC 44, en soi, vous avez des ressources qui sont relativement universelles sur justement les sujets de concertation, comment bien la mener, comment bien prendre en compte la participation citoyenne dans son projet. Et vous avez aussi pas mal d'événements qui sont relayés là-dessus sur le sujet, plus des acteurs ressources. Donc voilà, ça peut être une bonne base de ressources là-dessus, sachant qu'on va aussi travailler dessus, nous, donc on va essayer de justement proposer davantage de mise en relation sur cette thématique. Il y a des partages d'expériences aussi, de témoignages dans le chat, mais ça, je vous laisse en prendre connaissance. Tac, tac, tac. Il y a beaucoup de questions, désolée, que je n'avais pas eu le temps de voir encore. Donc, effectivement, Jean-Christophe, je vous laisserai en dire un mot tout à l'heure, justement. Ça permettra, ou dès maintenant, d'ailleurs, si vous voulez, un mot rapide, et on reviendra dessus. Non, après. mais je l'intégrerai dans la présentation tout à l'heure. C'était juste pour me le remémorer. Et c'est dommage, les liens ne fonctionnent pas dans le chat. Donc, mince. vous laisserez les mettre peut-être dans un document. Oui, ouais. Ok. Parce qu'il y a... Je veux bien réagir aussi sur le commentaire d'Alexandre Pleurdeau. C'est vrai que localement, c'est ce qui a changé aussi on va dire, par rapport au début de la filière, c'est que de nombreux acteurs, et notamment, là c'est l'exemple du département du Maine-et-Loire, qui réunit plusieurs acteurs justement pour faciliter l'intégration locale des projets, notamment en incitant les projets à aller voir les associations, à aller voir leurs élus, et donc à
faire un collectif d'acteurs qui vont pouvoir aider un peu parler dans le même sens auprès des porteurs de projets, parce que cette question d'établir le dialogue territorial, elle n'est pas toujours évidente pour des porteurs de projets quand ils sont agriculteurs et qu'ils disent mais c'est mon projet, j'ai pas demandé à mon voisin lorsqu'il a fallu, surtout s'ils étaient en statut, c'est peu qu'ils ne nécessitaient pas, mais quand il a fallu faire ma ferme, bon bah j'ai pas besoin de le faire pour mon méthaniseur. Donc il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, et c'est vrai que si on arrive à dédramatiser ce dialogue territorial et de toute façon à montrer qu'il est indispensable, c'est important, voilà, de le faire, et pour ça, les réseaux sont importants. Peut-être pour rebondir aussi, juste pour rappeler le fait qu'il y a aussi beaucoup d'individus pour lesquels, lorsqu'un projet de méthanisation s'implante sur leur territoire, c'est aussi la première fois qu'ils entendent parler de méthaniseur ou de méthanisation, ou qu'ils s'intéressent au sujet énergie-climat. Et encore une fois, quand ils vont aller se renseigner, on a une filière qui est encore aujourd'hui en train de se poser des questions, qui évoluent. Il y a des questions techniques qui ne sont pas tranchées. Tout comme sur la question éolienne, il y a aussi de la recherche scientifique en cours sur certains aspects qui sont problématiques, qui restent à améliorer en termes de production d'énergie, etc., etc. Il y a des vrais sujets, et également, il y a aussi des exemples, des contre-exemples de projets sur lesquels les choses se sont mal déroulées, sur lesquels, pour des raisons administratives ou sur des questions de responsabilité individuelle, les choses se sont mal déroulées. Et aujourd'hui, la filière méthanisation, mais c'est aussi vrai de l'éolien, parce qu'on a l'impression que ça fait 20 ans que ça existe, parce qu'on travaille sur le sujet et qu'on est informé au jour le jour des évolutions techniques, etc. La plupart du temps, pour les gens, finalement, ils vont s'informer un temps T par rapport à ce projet-là. Il y a beaucoup d'informations à ingérer. Et donc, l'effort de pédagogie aujourd'hui qu'on doit faire, c'est aussi revenir sur toute l'évolution de la filière, sur les contre-exemples, pourquoi ça se produit, qu'est-ce que fait la filière aussi actuellement pour répondre aux critiques qui lui sont faites, et des critiques qui sont véritablement sensées. Enfin, il n'y a pas, je défends pas envers et contre tout les filières énergie renouvelable. Il y a vraiment une évolution et des questions qui se posent aussi au sein de la filière aujourd'hui, qui ne sont pas tranchées, qui restent en suspens et sur lesquelles, nécessairement, il y a aussi un travail de pédagogie qui est qu'il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui, encore en plus sur un sujet énergie-climat qui est problématique et qui va devenir crucial à courte échéance. Voilà, il y a aujourd'hui ce travail de pédagogie qui est doublement nécessaire parce que c'est un sujet nouveau, c'est un sujet qui s'accompagne de beaucoup de craintes et c'est un sujet sur lequel il y a des contre-exemples qui existent et il y a des sujets qui ne sont pas tranchés. Donc, il y a toutes ces difficultés aussi qui font que, voilà, faire de l'acceptabilité sociale sur ces projets, c'est aussi reconnaître que les choses sont en mouvement, c'est dynamique, il n'y a pas toutes les solutions, tout n'est pas encore tranché sur ces projets. Et justement, puisqu'on était sur les projets de méthanisation et sur cette question tous ces sujets, on va les retrouver dans le témoignage suivant avec Amaury Mazon, puisque justement, au-delà du projet en tant que tel, de l'unité de méthanisation, il y a aussi, ça a été abordé par Colin au début, il y a aussi la question de justement comment est-ce qu'on raccorde au réseau, comment est-ce qu'on adapte le réseau en fonction de cette unité de méthanisation qui vient à tel endroit du territoire. Et donc, il y a pas mal d'enjeux d'acceptabilité aussi sur ces aménagements. Et donc, je vais laisser la parole à Amaury Mazon qui pourra nous développer un petit peu ça et présenter certains projets qu'il a pu connaître. Je ne sais pas si Amaury… Oui, je suis là, tout va bien. Ouais, c'est bon. Vous ne trouvez plus. Ça marche. Oui, donc bonjour à tous. Peut-être un mot pour GRT Gaz, qui est pour le coup pas aussi connu que d'autres opérateurs énergéticiens. On a tout fait pour pendant des années, et donc on y est bien arrivé. Donc GRT Gaz, pour le coup, gère ce qu'on va appeler les autoroutes du gaz. On gère le réseau de transport. Et notre unité habituelle n'est pas forcément la centaine de mètres cubeurs ou la dizaine de mètres cubeurs, mais plutôt les milliers, pour ne pas dire les centaines de milliers, quand on parle de grands transits, et par exemple des ouvrages qui partent de Montoire de Bretagne et qui partent vers le reste du territoire national. La concertation est un sujet que l'on connaît assez bien chez GRT Gaz, même si les choses changent beaucoup, pour la construction de nos ouvrages.
qui sont des ouvrages sous autorisation préfectorale. Ça ressemble un peu au régime des ICPE, même si on est dans une réglementation particulière, et pour lequel on a une culture qui est, telle que l'indiquait Colin, pour le coup d'une concertation le plus en amont possible. On va discuter de l'ensemble des sujets, puisqu'on va construire un tracé, en général, quand on construit un réseau, on parle d'un tracé de moindre impact, et puis avant, on a un fuseau de moindre impact, et puis avant, on travaille dans une aire. Et quand on doit construire un ouvrage, comme ça, pendant 2 ans avant de déposer un dossier, on va essayer de trouver l'endroit où on va embêter le moins de monde possible. Mais on va embêter des gens. Donc, c'est un travail qu'on a fait. Notre objectif, c'était de pouvoir déposer un dossier auprès de l'administration en ayant levé le maximum de points bloquants avec le maximum d'interlocuteurs. C'est des choses qu'on a fait de façon très intense, on va dire, pendant les 20 dernières années, pour transformer notre réseau pour l'ouverture du marché. Donc, plutôt des grands débits et permettre la concurrence. Aujourd'hui se posent effectivement les questions de la décarbonation du gaz qu'on achemine, le développement de la méthanisation des gaz renouvelables. Alors, on a l'habitude de manier des grands chiffres pour dire que on pourrait imaginer que 100% du gaz qui est consommé en France soit renouvelable demain à partir de la méthanisation de technologies. Mais ça fait beaucoup de projets. Et puis, on a finalement le même exercice dans les SRABET, on a le même exercice dans les plans climat, énergie, territoire. Tu as des objectifs de mobilisation d'un gisement, et tout ça, un jour, ça atteint le concret d'un territoire. Et donc, il y a un projet qui a besoin de se raccorder. Alors, en Bretagne ou en Pays de la Loire, 98% des projets se raccordent sur le réseau de distribution, mais il y en a quand même un certain nombre qui se raccordent sur le réseau de transport, et on peut témoigner de notre expérience. Et puis, on a aussi autre chose qu'on mène, c'est des adaptations de nos réseaux pour augmenter la capacité d'accueil. J'y reviendrai après. Sur l'acceptabilité des ouvrages de raccordement, le premier élément que nos directeurs de projet ont dû apprendre à faire, c'est à trouver le bon équilibre entre le projet qu'on construit, parce que finalement, nous, on construit un poste, un branchement, donc du réseau, et on a l'habitude de répondre à l'ensemble des questions sur les travaux, l'exploitation, la réglementation. Mais des questions que nous avons, c'est les questions sur le projet de méthanisation, où on a des questions sur la méthanisation. C'est ce qui était dit juste avant, c'est qu'en général, on commence à parler en vrai de la méthanisation sur un territoire, dans une commune, le jour où il y a un premier projet. Et s'il n'y a pas eu une réflexion collective sur qu'est-ce que ça voulait dire la méthanisation chez nous, qu'est-ce que c'est quel est le modèle agricole sur lequel on est favorable, pas favorable, etc. Si ce dialogue-là, il n'existe pas, ou si on s'en empare de la mauvaise manière, ça peut être effectivement relativement difficile. Et assez souvent, avec les porteurs de projets que nous raccordons, et qu'on engage, pour le coup, à se rapprocher des collectifs autour de la filière méthanisation qui peuvent exister. Nous, on n'est pas sachant de la méthanisation, on est sachant du gaz et du raccordement et des ouvrages. Simplement, on a besoin de se caler avec le porteur de projet. Parce que s'il n'a pas parlé de son projet et qu'on vient parler du raccordement de son projet en premier, ça ne va pas le faire. Et en général, ça ne le fait pas. Et en même temps, il faut qu'on ait voilà, les mêmes éléments de langage, la même façon d'en parler, parce que même chose, ça peut mettre en difficulté. Et pour celui qui porte un projet, ce n'est pas facile. Colin l'a expliqué, il a cette crainte de la cohérence de parler le plus tôt possible, mais le plus tôt possible, je ne sais pas tout à fait ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais répondre aux questions qu'on va me poser. Et si c'est le plus tard possible, eh ben pour le coup, je viendrai avec un projet ficelé, et donc ça va être compliqué de dialoguer. Donc ça, c'est vraiment le contexte qu'on vit. Et donc, à chaque fois, sur différents projets, on a des anecdotes. Le cas où un maire refusait de nous signer la convention de passage sous la route parce qu'il était vexé, parce que l'agriculteur qui portait le projet lui en avait pas parlé d'abord. Ça, c'était facile. Voilà, ça se lève, ça se discute, et puis voilà. On a aussi le porteur de projet, parce qu'on parlait de la temporalité des projets, est-ce que c'est une bonne chose? Mais les projets qui durent, ce n'est pas toujours une bonne chose.
Nous avions un projet pour lequel la concertation s'était toujours bien passée, qui avait un dialogue de bonne qualité, sauf que l'opposition a pris le pas au fur et à mesure. Il a sûrement raté son dialogue dans la suite du dialogue initial. Je pense que le dialogue dans la durée est un élément important, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel, côté GRTgaz, on sensibilise nos directeurs de projet qui ont l'habitude de concerter en amont du dépôt de l'autorisation, mais une fois qu'ils ont écouté les besoins, ils ont parfois tendance à oublier de dire qu'ils font ce qu'ils ont promis de faire. Donc ça aussi, ce sont des éléments importants. Et donc, ce porteur de projet que j'ai en tête, pour sa part, ça a été un peu plus compliqué parce que la nouvelle municipalité qui a été élue, elle avait plusieurs opposants au projet dans le conseil. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Évidemment, y compris pour nos ouvrages de raccordement. La temporalité, c'est vraiment une question. Le dialogue dans la durée, c'est vraiment une question. Donc, on a aussi la question des ouvrages de raccordement. Et parfois, on peut avoir des linéaires de réseau plus ou moins importants. Alors, pour le coup, GRDF est beaucoup plus confronté que nous à ces questions de construction d'ouvrages. Mais il faut se dire que de temps en temps, entre la zone où il y a un producteur, en zone rurale et où il n'y a pas beaucoup de consommation de gaz, et l'endroit où on va aller le raccorder, là où il y a la consommation, il peut peut-être y avoir plusieurs communes. Et des communes qui ne sont pas concernées ni par le projet de production, ni par la consommation. Quel est leur intérêt à elles? Et donc, ça pose aussi la question du dialogue et de comment je fais le projet et la discussion le plus en amont possible. Ça, c'est pour les ouvrages de raccordement. Mais c'est très lié à la communication du projet. Nous avons un autre élément, c'est que donc il y a depuis 2019 à peu près ce qu'on appelle le droit à l'injection. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux ENR, vous avez en ce moment les concertations sur les schémas de raccordement, les S3R, ENR électriques. Sur le gaz, on a le droit à l'injection. Et il a été fait de manière à ce que, réglementairement, la concertation soit la plus nulle possible. Je n'ai pas d'autre mot que ça. C'est pas bien de dénoncer, hein, mais les postures de la DGEC ou de la Commission de régulation de l'énergie étaient de dire il ne faut pas que les investissements pour le raccordement du biométhane puissent servir à l'aménagement du territoire. On part avec ça comme copie. Parce que l'objectif, c'était qu'il n'y ait pas de surinvestissement sur les réseaux gaz pour répondre à des problématiques de desserte ruraux où il avait été. La desserte du gaz n'est pas universelle, elle est liée à une rentabilité des ouvrages par rapport aux consommations. Et la DGEC ou la CRE ne voulait pas qu'au travers du développement du biométhane, on se sert d'investissement pour accorder des projets, pour desservir des territoires qui n'auraient pas été desservis sinon. Ça, c'est la posture nationale. C'est évidemment pas une posture d'aménagement de territoire. Le deuxième élément dans la copie, c'est qu'on a dit vous avez 3 semaines pour consulter les collectivités. Je vous mets au défi de consulter une collectivité en 3 semaines sur un sujet qu'elle ne connaît absolument pas. Ne serait-ce que pour réunir le conseil et prendre une délibération. Donc ça, c'est la copie très compliquée. On a démarré avec ça au début et ensuite, on a travaillé justement grâce aux collectifs qui ont été évoqués par Alexandre, par Adeline, ces collectifs départementaux, pour essayer de faire en sorte qu'on ait un peu de pédagogie sur ce qu'on fait en tant que gestionnaire de réseau, à la fois sur le potentiel qu'on prend en compte et sur les ouvrages qu'on va construire. Mais alors tout d'un coup, quand je vous dis le potentiel qu'on va prendre en compte, ou les projets, mais je risque d'évoquer des projets qui n'ont parlé à personne, parce que je regarde à 4-5 ans. Donc encore une fois, on vient amener le sujet de la méthanisation au moment où on aborde les ouvrages. Il faut trouver nos équilibres, et ce n'est pas évident d'être transparent quand on ne doit pas parler des projets en détail, puisqu'ils n'ont pas commencé à le faire, ou qui ne sont pas encore suffisamment avancés pour qu'on puisse le faire. Donc ça, c'est bon. Et puis, on va se retrouver sur, j'amène un objet technique, un réseau, qui ne va pas répondre aux besoins stricts du territoire qui l'impacte, mais je vais le construire ici. Tout ça, ça va poser la question de l'intérêt général, de l'utilité publique, à la maille d'un territoire, à la maille d'un ensemble, et quel est le dialogue qui a eu lieu autour de ce sujet-là. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie question entre planification énergétique et projet, qu'aujourd'hui, cette cohérence entre ces deux dimensions n'existant pas trop, les porteurs de projets se trouvent confrontés à l'acceptabilité de leur propre projet, l'acceptabilité de la méthanisation,
Et puis, pour faire un peu de philosophie de la décarbonation de l'énergie, accepter aussi que quand on fait de la souveraineté, c'est-à-dire quand on veut produire l'énergie chez soi, qu'elle soit renouvelable ou nucléaire d'ailleurs, il va falloir accepter que les nuisances qu'on avait exportées chez ceux qui produisent l'énergie, elles reviennent chez nous. Que les impacts reviennent potentiellement chez nous et qu'on arrive à construire un dialogue autour de comment on fait la transition énergétique au-delà des objectifs dans le SRADET et dans le PCAET. Concrètement, ça veut dire quoi ? Sachant qu'il y aura des impacts, il y aura des nuisances, il y aura une opposition. C'est normal puisque tout le monde ne peut pas être gagnant. Il y aura forcément des impacts. Et celui qui est impacté, son opposition, elle est légitime, même si elle est contraire à l'intérêt général. J'y ai pas de solution, hein, mais c'est quand même un constat qu'il faut avoir en tête et donc aller avec modestie quand on vient discuter de nos ouvrages et nos éléments le plus tôt possible, avec le plus de cohérence possible. Voilà, en tout cas, c'est plutôt un témoignage que j'amène là d'un vécu sur comment on peut réaliser des ouvrages de raccordement ou des ouvrages de renforcement. Et vraiment, c'est pour nous, côté GRT Gaz, hein, qui ne sommes pas vraiment un acteur de la transition énergétique dans les territoires, on en parle généralement à la maille nationale, à la maille régionale, mais dans la vie de l'EPCI, dans la vie de la commune, on est quand même un peu éloigné. J'ai en tête un élu qui nous disait qu'un jour, il faudrait qu'on s'arrête de se contenter de traverser les territoires. C'est une critique pour GRT Gaz. Mais ce sont des éléments qui nous marquent parce que quand on vient porter un projet de rebours, on doit amener la question de la méthanisation, en parler. Et pour aller au bout de l'exemple, celui qu'on est en train de construire en ce moment en Mayenne, il concerne 2 intercommunalités, 2 départements. C'est une commune qui va accueillir ce rebours. Elle n'a pas de projet chez elle. Et il y a même des projets dans notre département. Donc pourquoi elle accepterait cette installation de compression chez elle pour des projets qui se font ailleurs? Donc, c'est un dialogue qui s'est très bien passé, qu'on a pris le plus en amont possible. On a d'ailleurs été accompagné par d'autres collectivités, d'autres acteurs pour expliquer les enjeux de la méthanisation sur le territoire, puisqu'on n'était peut-être pas les plus légitimes pour parler de ces sujets-là. Donc voilà. Et aujourd'hui, la construction se passe bien et ça fonctionne bien. Et c'est vraiment voilà, un travail pas évident. Merci beaucoup pour ce témoignage parce que je trouve que ça apporte justement un plus. Enfin, ça nous montre en fait à quel point c'est pas tout noir ou tout blanc et à quel point même quand on est plein de bonne volonté et en voulant faire au plus tôt justement par exemple, ben, le plus tôt c'est peut-être pas non plus l'idéal et avoir cette idée que chaque projet va être extrêmement différent et donc s'adapter vraiment à chacun. Alors bon, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on rêve tous d'un petit manuel clé en main et ça marche à tous les coups. Je crois que sur ce sujet-là, ça va être un peu plus compliqué, notamment avec les sujets qui ont été un peu abordés par Colin aussi au début, intérêt individuel versus intérêt général. Qui reviennent beaucoup sur ces thématiques. Alors, les thématiques énergétiques, mais pas que. C'est vrai que quand on parle, là, on va peut-être en parler un petit peu avec Jean-Christophe et puis ensuite dans les ateliers, mais la question de la voiture individuelle versus une ville plus apaisée. Enfin, voilà, il y a des sujets comme ça qui ne sont pas forcément évidents à aborder. Et ce qui peut être difficile de dire, c'est quoi le bon ou le mauvais projet? Oui. C'est quoi un projet XXL? Voilà. Je fais ça sous forme de boutade parce que j'ai vu les mêmes panneaux pour des tailles de projets très différentes. Voilà, mais je suis sûr que Jean-Christophe a plein de choses à dire là-dessus. Oui. Potentiellement. Je vous laisse la parole, Jean-Christophe, pour justement Oui. faire le lien avec ça. Et puis, par rapport à ce que vous aviez mis dans le chat, je pense que ça peut bien compléter par rapport à ce que vient de nous présenter Amaury. Bon, alors, France Nature Environnement, c'est la Fédération nationale des associations de protection de la nature qui est organisée en fédération régionale, donc France Nature Environnement Pays de la Loire, mais aussi en réseau. Donc, je vous ai mis des liens pour aller sur la page de notre site national où vous pouvez trouver toutes les controverses et tous les petits tableaux d'acteurs pour apprécier
un réseau ENR. Et moi, je me placerai pour pas tomber dans la spécialisation. Je m'aperçois que tout ENR, aussi bien la biomasse, aussi bien la méthanisation, aussi bien l'énergie bois, en se banalisant, en grandissant, perd son image de sympathique pionnier pour devenir une ICPE banale. Et c'est vraiment cette idée de banalité et de retour à des compétences ICPE normales qu'il faut se faire. J'ai l'impression que les promoteurs de NR en général, c'est la discussion que j'avais il y a quelque temps avec quelqu'un qui est dans le bois énergie, ils ont l'impression que comme ils concourent à la transition énergétique, ils peuvent s'exonérer de la prudence environnementale qui est nécessaire pour tout ICPE. Et donc que la réglementation, comme ils sont écolos, globalement, la réglementation ne s'applique pas à eux. Donc ils affaiblissent très notoirement leurs projets et très notoirement leurs actions en se croyant délivrés de la concertation avec les associations environnementales, de la concertation avec les naturalistes et avec les riverains. Alors, à FNE Pays de la Loire, on a choisi, contrairement à d'autres fédérations qui sont quelque part opposées à certaines ENR, alors il y a le phénomène de saturation du territoire, dont on entend souvent parler pour l'éolien. On a ou la méthanisation pour la Bretagne ou pour le Grand Est. Il y a les alliés qu'on s'est choisis sur le territoire pour développer une méthode. Et des fois, en héritant d'alliés, on hérite aussi des adversaires de ces alliés. Ça peut être le cas sur la filière méthanisation en Bretagne qui s'est alliée avec l'élevage intensif et qui n'a pas bonne presse. Donc, elle a cumulé un petit peu tous les défauts. On a la chance dans les Pays de la Loire d'être, comme je le dis souvent, sur un territoire où les gens sont raisonnables et où on arrive à se raisonner et à discuter encore. Mais il faut bien être dans une position de discussion et d'acceptation. C'est-à-dire que l'acceptation, pour moi, c'est un terme qui peut amener à confusion. Très souvent, accepter un projet, quand on a quelqu'un qui a une légitimité forte parce qu'il pense agir pour le bien collectif et pour la transition énergétique et donc œuvrer pour des questions environnementales, il ne comprend pas l'opposition. Déjà, dans l'environnement, il faut bien se dire que le riverain qui voit son environnement perturbé, il a toujours raison de poser des questions. Après, vous avez d'autres associations qui sont des associations qui sont dans la durée, dans la pérennité, comme nos fédérations départementales ou nos fédérations régionales, qui, elles, ne sont pas obligées d'épouser toute la position des riverains. Et pour nous, on est quelque part dans une certaine difficulté parce qu'on a gagné un combat sur la transition énergétique, sur les énergies renouvelables, on les a rendues désirables et on a participé à leur développement. Et maintenant, on se retrouve avec des logiques plus ICPE, comme je disais tout à l'heure, qui sont généralement des objets de lutte que nous menons. Alors moi, je rapprocherais ça un petit peu des carrières, des choses qui sont jugées comme désagréables, des élevages intensifs. Donc, vous rentrez dans le pot commun, messieurs les promoteurs de NR, dans le pot commun des ICPE, avec les mêmes techniques de communication, avec des cabinets qui savent très bien faire, avec des règles, avec un accompagnement. Nous, dans le cadre des ENR, on se positionne en challenger de projet, on se positionne clairement en tiers de confiance vis-à-vis des riverains, c'est-à-dire qu'on ne tolérera pas des atteintes à l'environnement ou des tours de passe-passe réglementaires, mais que, par définition, on est des tiers bienveillants par rapport à des projets de NR, contrairement à d'autres acteurs du monde associatif qui sont tellement, partie prenante de la filière électronucléaire qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on développe les ENR. Donc, on a un lobbying anti-ENR qui s'est développé ces 2-3 dernières années autour du thème de la décarbonation
pour aboutir à ce qu'on vient de voir la semaine dernière, c'est-à-dire la relance du programme nucléaire. Et on a vu se constituer d'abord une première démarche sur l'éolien avec Giscard d'Estaing il y a quelques années, le lobby des châteaux et des polytechniciens. On a vu les mêmes compétences se transférer maintenant sur toutes les ENR. On n'a pas encore focalisé sur le photovoltaïque parce qu'il est encore peu présent dans notre région, mais quand je vois le développement, les projets qu'on peut voir, on va avoir le même développement avec les mêmes structures que je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, une recherche d'associations d'opposants et un fort soutien avec une stratégie de structuration, une stratégie d'investissement dans les conseils de développement, une stratégie dans les conseils municipaux, aux dernières municipales. Il y a plusieurs listes sur le territoire qui se sont constituées en portant une opposition à des documents d'urbanisme, à des projets pour interdire ces projets. Vous avez le cas dans l'Est de la Sarthe, où il y a même des PLUI qui sont, à notre avis, illégaux, qui ont eu pour objectif d'interdire l'éolien dans le territoire. Donc, il faut bien voir que les ENR n'ont pas que des amis. Le fait de vouloir concourir à la décarbonation ne vous fait pas que des amis non plus. Et que pour nous, il est vraiment important que le projet, s'il doit être accepté, renonce à des pratiques d'avancée en temps masqué et de se dire qu'on va bâtir son projet et après se tourner vers ses voisins, se tourner vers le territoire pour amener un projet déjà bâti, solide, parce qu'on veut être rassurant. On ne veut pas inquiéter les gens en montrant nos doutes et nos questions. Et on se retrouve très vite avec des gens, mais concertation bidon, si on peut rien changer, on nous informe, on ne nous concerte pas. Avec en plus une administration qui instruit en silo, c'est-à-dire que bien souvent un porteur de projet pense avoir affaire à l'État. Il a affaire à des services de l'État qui ne communiquent pas entre eux, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne partagent pas forcément même dans les mêmes visions. Tant que le préfet n'a pas dit la ligne, c'est de développer les ENR, chaque service fait ce qu'il veut, et vous avez des anti-ENR dans les services qui pourrissent des projets. On pourra donner en privé des noms et des sujets. Et donc, il est important pour tout porteur de projet d'ENR de bien se positionner par rapport au tissu associatif local. Donc, dans les Pays de la Loire, FNE Pays de la Loire s'est fait une petite habitude de concertation, de challenge de projet. On est intervenu sur plusieurs projets sur le territoire. La stratégie, elle est assez simple. Associer nos associations au plus près du terrain avec des responsables départementaux pour aller rencontrer les porteurs de projets et challenger les projets en ayant un climat de confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas a priori des opposants. Les riverains sont forcément a priori questionnés et ne sont pas dans une position forcément favorable. Et là, je reviendrai sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il est extrêmement important dans le choix du terrain, quand on est dans un secteur encore plus périurbain, de bien veiller à la qualité du terrain de son choix. C'est pas un délaissé agricole. C'est pas la parcelle un peu humide dont on n'arrive pas à faire qu'on va remblayer pour y coller un méthaniseur et puis pas le mettre et par exemple pas le mettre dans son exploitation. Je pense qu'une des conditions d'exploitation, c'est pas la condition suffisante, mais une des conditions nécessaires, c'est de veiller à la qualité du terrain et peut-être penser à la mettre dans l'exploitation. Moi, j'ai l'impression que petite expérience, j'ai accompagné maintenant 15-20 méthaniseurs sur le département de la Sarthe et ceux qui posent le moins de problèmes, c'est quand même ceux qui perturbent le moins l'environnement de leurs riverains et qui sont déjà situés dans l'enceinte de l'exploitation. Alors après, il y a ce travail en temps masqué, cette idée que si on fait ça chez nous tranquillement, on va être peinard, je suis sur ma ferme, je fais ce que je veux.
La semaine dernière, j'ai rencontré un porteur de projet qui avait fait tout ce qu'il avait voulu jusqu'à ce que on vienne le tirer à les bretelles en lui disant mais si vous voulez des sous quand même, c'est un peu juste financièrement, ça serait bien que vous réclamiez des aides. Et on a réussi quelque part à ce que dans le règlement des aides régionales et de l'ADEME, de région ADEME, il y ait justement ce contact avec le monde associatif pour un peu en amont éviter le clash ou de la belle réunion de présentation où les riverains découvrent qu'ils vont avoir un méthaniseur à côté de chez eux et que là, ils vont aller sur Internet et ils vont commencer à s'affoler. Donc là, présenter très en amont, faire attention, si ça vous intéresse, vous avez sur le site de FNE, parce que ça chauffe entre les différentes fédérations opposées ou pas défavorables à la méthanisation et des questions de territoire. Il y a un petit relevé des controverses. On a mené pendant 6 mois un travail sur la méthanisation et tous les écrits sont publiés sur notre site. Si vous portez des projets, vous pouvez faire la liste de ce qui vous attend comme questionnement et comme contestation plus ou moins justifiée. Oui, c'était là aussi, j'avais regardé un peu les liens que vous avez envoyés et qui étaient partagés tout à l'heure dans le chat, mais du coup, qui ne fonctionnaient pas, je pourrais les renvoyer. Mais c'est vrai que vous avez fait pas mal de livrets de positionnement qui permettent aussi d'identifier finalement, d'évaluer, on va dire, certains projets, que ce soit dans les différents types d'énergie. Donc ça, on le transmettra ensuite aux différents participants de l'atelier d'aujourd'hui. Je vais essayer de mettre les liens dans le. Mais vous allez sur le site FNE et sur l'énergie. Alors, il faut voir qu'FNE est une fédération de fédérations, mais fonctionne aussi en réseau d'acteurs avec des thématiques. Donc, vous avez des gens de l'énergie, les gens du transport, les gens de l'agriculture et les plus grands opposants, ça ne vous étonnera pas, à la méthanisation agricole, c'est le réseau agriculture parce que ça sous-tend un modèle agricole qui n'est pas le nôtre. Le réseau énergie est favorable. Sur la question du GNV transport, on a été un des pionniers à penser que c'était une alternative à l'électrification totale du parc. Ça se discute. Moi, je participe au réseau déchets national. On était très intéressés par l'idée de collecte sélective pour retour au sol de la matière organique. Et il y a quelque chose qui me revient bien souvent dans les projets de méthanisation. Les porteurs de projets oublient de mentionner les aménités positives au territoire. Quand, par exemple, vous substituez à l'épandage brut de matière stercoraire après stockage en bout de champ pendant 3 mois, ceux qui sont riverains de ce genre d'installation ressentent les effluves, vous apportez un vrai bénéfice au territoire en termes d'accessibilité. Quand vous associez un canardier à votre projet, eh ben, vous avez des aménités positives pour le territoire. Tous les riverains qui subissent les odeurs du canardier sont très contents de les voir, les épandages de canards sont très contents de les voir disparaître. Et ce n'est pas un supplément d'âme, une petite poésie et l'idée que c'est un plus, mais c'est vraiment co-construire son projet avec le territoire, c'est aussi lister toutes ces petites améliorations que le projet permet d'apporter. Parce que ça peut faire le plus. Et est-ce que ça, c'est quelque chose, je pense aux ateliers qu'on va faire après, c'est quelque chose que vous conseillez aussi sur typiquement des installations éoliennes, puisqu'on va avoir ce témoignage-là. Et puis, la question de la voiture, qui est autre chose, parce que ce n'est pas une mise en place d'infrastructures, mais néanmoins, il y a aussi des sujets d'opposition. L'éolien pose un autre problème, c'est qu'il a fini sa course en avant au gigantisme. Au départ, on avait pensé l'éolien comme le moyen de servir des réseaux autonomes. Maintenant, on a des parcs éoliens qui sont adaptés à un réseau qui a été créé pour le nucléaire, pour attaquer des réseaux de transport de très haute tension. Et donc, on a un certain gigantisme avec une gamme de produits
une gamme. On n'arrive pas à descendre en gamme, si vous voulez. Le moyen éolien plus adapté à des territoires, qu'on pourrait rapprocher quelque part des zones urbaines, des périmètres perturbés. Moi, je comprends pas. Ma première expérience, c'était sur la vallée du Loir, pour ceux qui la connaissent en Sarthe. Il y a d'un côté un coteau qui n'a pas quasiment pas d'activité autre qu'agricole et un côté industriel. La présence de ces industries interdisait d'implanter un parc éolien et l'obligeait à avoir un effet pionnier de l'autre côté de la vallée où il n'y avait pas d'activité industrielle. Ça a causé la perte du projet. Alors qu'on aurait pu l'associer à l'abattoir, à la papeterie, à des espaces très perturbés en termes de paysage, des choses pas terribles. Eh ben, le fait que les anti-éoliens aient réussi à faire passer cette loi des 500 mètres, le fait qu'on les questions de rentabilité aient poussé au maximum le développement des éoliennes pour des questions de rendement, fait que on n'a pas pu équiper ce territoire, alors que des éoliennes un peu moins hautes, qu'on aurait pu insérer de manière un peu plus proche des installations. Quand vous voyez qu'un silo agricole posé en pleine plaine peut interdire à 500 mètres autour l'implantation d'une éolienne, je m'amusais pendant un temps à faire des photos de ce genre de silo et de dire en dessous qu'est-ce que c'est moche une éolienne. Pour tous ceux qui ont pratiqué la Beauce ou les grandes prélènes céréalières, quelque part l'idée qu'on puisse pas mettre une éolienne à côté d'un silo, c'est quand même un peu dommageable. Pour des raisons paysagères. Après, il y a les études de danger, mais qui sont parfois utilisées avec une exception très, très grande de la notion de danger. Et quand on s'était appelé, on avait aussi abordé la question justement de. Vous me parliez alors, je change un peu de sujet, mais pour aussi faire le lien avec les ateliers de tout à l'heure, sur les voies partagées, notamment pour justement réduire un peu la place très prégnante qu'ont les voitures dans les villes, notamment. Quel est le positionnement des FNE là-dessus? Mais aussi dans le milieu rural. Clairement, on a des villes qui sont des villes cyclables et qui sont des villes exemplaires. Ça y est, c'est clairement partagé. Toutes les villes, toutes les métropoles de la région se dotent de leur cirque. J'ai même la petite ville de Conneré à côté de chez moi qui se dote d'un schéma cyclable, tout simplement parce qu'elle est coupée de sa gare et c'est important pour sa jeunesse de pouvoir aller à la gare. Et en termes de rabattement, c'est intéressant. Moi-même, je suis en milieu rural et j'essaye au maximum de me déplacer en bicyclette. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. On ne voyait plus de vélos dans les campagnes, sauf pour des sportifs qui s'amusaient en troupeau. On a de plus en plus d'utilisateurs du quotidien. Et donc, on a la route partagée qui était une très belle création. Plutôt que de faire des pistes cyclables qui impactent le bilan du zéro artificialisation net qui commence à poindre, réutiliser des chaussées de campagne qui sont à très faible trafic et même à la limite y rendre les trafics doux prioritaires par rapport au trafic motorisé. Je pense que c'est une bonne solution. En tant qu'ancien maire rural, j'ai une petite vision de ce que peut être nos équipements en termes de chemins goudronnés. C'est assez affolant quand on compare la France et l'Allemagne. Le nombre de chemins revêtus qui pourraient être réservés à la voirie sans créer en parallèle des voiries existantes des pistes cyclables, il y a un très beau potentiel. Mais le vélo rural se développe. En ville, on en est à mettre en place les... ça y est, j'ai perdu le nom. Ce que c'est de faire le Mans en ce moment, des autoroutes à vélo, un peu sur le modèle hollandais, des traversantes ou des voies structurantes, des pistes cyclables structurantes réservées aux déplacements longs. Mais ça, je crois qu'il y a toute une... Ça y est, la doctrine est faite. Le retour du vélo dans l'espace, des vélos du quotidien dans l'espace rural, en termes de rabattement, en termes de rabattement vers les lignes de bus, mais aussi les lignes de train, c'est quelque chose qu'il y a 3-4 ans, on n'avait pas du tout dans l'esprit chez les élus locaux. Et on s'aperçoit que, Covid aidant,
télétravail aidant, le retour de gens qui se sont habitués à la pratique du vélo en ville fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas l'utiliser à la campagne sans prendre le risque. Et c'est peut-être la fin des files de voitures où tout le monde monte au collège avec son gamin tout seul dans la voiture et qu'on reverra peut-être des écoliers et des étudiants retourner et des lycéens retourner utiliser le vélo pour se rendre dans leur lieu d'études. C'est à voir, ça vient. On va pouvoir approfondir cette question-là avec le cas précis de la Chapelle-sur-Erdre qui s'interroge là-dessus justement alors là, en l'occurrence, plutôt pour le centre-ville, enfin pour un aménagement dans le centre-ville. Et c'est vrai qu'on voit, même à Nantes, quand il y a eu même à Nantes, je veux dire même à Nantes dans le sens où il y a beaucoup d'aménagements cyclables. C'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu pas mal de rues qui ont été aménagées pour laisser plus de place au vélo. Et ça n'a pas toujours été bien vu. Donc, on voit bien que même dans les villes où on a un peu l'habitude de ça, il y a toujours des oppositions un peu. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Ce que je vous propose, c'est on va bientôt passer aux ateliers. Peut-être redonner la parole à Colin pour pouvoir revenir peut-être sur des choses qu'il a pu aborder au début. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ces éclairages sur le positionnement des FNE et on partagera les ressources ensuite aux participants. Mais il y a des choses qui ont été dites, y compris là dans ce dernier témoignage, mais tout au long des différents témoignages qui faisaient écho avec ce que tu disais, Colin, au début. Donc, si tu veux réagir. Merci d'abord à Jean-Christophe et à Maury pour leur témoignage, c'était très intéressant. Je vais peut-être juste profiter de ce temps pour rebondir par rapport à une question qui a été soulevée par l'un et par l'autre, la question de communiquer très tôt sur son projet, peu importe qu'on soit sur une logique d'un gros projet de territoire qui est potentiellement conflictuel, un projet, un réseau à implanter, ou le cas d'une initiative autour de la mobilité. Qu'est-ce qu'on communique en premier lieu quand on n'a pas encore ficelé son projet? Faut se rendre compte que le montage d'un projet et sa durée de vie depuis l'idée, on va dire, initiale et puis le lancement de l'infrastructure, il va se passer parfois des années. On communique pas de la même manière, on communique pas les mêmes informations. Et ce qu'on va rechercher surtout au début, c'est vraiment à créer des canaux de communication. C'est vraiment à créer une relation de confiance. On n'a pas à avoir la réponse à toutes les questions dès le départ. J'ai parlé de cohérence tout à l'heure. Dire que je maîtrise pas encore tous les aspects du projet parce que certains aspects sont encore à construire, certains aspects sont encore à réfléchir, y compris avec les élus, y compris avec le territoire. Ça, c'est pas être incohérent. Vaut mieux, je pense, être dans cette posture, reconnaître à un moment donné que toutes les réponses ne sont pas de notre côté, qu'il y a des points qui sont encore à travailler, qu'il y a des points qui vont évoluer, qui sont actuellement en discussion. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas à avoir peur d'aborder. Au contraire, retarder la discussion, et surtout sur les territoires ruraux, un porteur de projet qui se confie à un autre agriculteur par rapport à des intrants, par exemple, parce qu'il n'a pas assez de matière lui de son côté, on sait très bien que c'est un sujet, la méthanisation, qui va tout de suite passer dans, on va dire, qui va être repris derrière. Ce voisin-là va en parler à quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, on se retrouve à devoir faire une communication à rebours quand on n'a pas pris les rênes suffisamment tôt. On va devoir, on perd tout de suite le contrôle du dialogue. Et je pense que c'est pas dramatique de pas tout maîtriser dès le départ, de pas maîtriser tous les thèmes non plus. L'idée de la communication en amont, c'est simplement de dire que on va réfléchir à un projet qui va s'inscrire dans tel ou tel domaine de l'énergie, de la mobilité, du tri des déchets, bref, peu importe, s'inscrire dans tel ou tel projet. Et comme le disait Amaury, ce qui importe aussi, c'est de faire des promesses lors de cette phase, de dire ce que l'on va faire, mais surtout, c'est de le faire par la suite. C'est-à-dire que quand je vais prendre ces questions, ces craintes, que les gens vont me dire, oui, mais cette question des nuisances, moi, elle m'importe, parce que c'est quand même un projet qui vient s'implanter sur mon territoire. On a tous des craintes légitimes par rapport à notre environnement quotidien. Moi, j'ai mes craintes et d'être en capacité de dire, très bien, je vais vous y répondre. Je programme une réunion, je programme une journée porte ouverte à la ferme durant lesquelles je vais répondre à vos questions, je vais me renseigner, etc. Prévoir des temps, dire que j'ai pas à tout connaître de mon projet ou tout connaître sur tous les domaines tout de suite, mais simplement être en capacité de dire,
je vais organiser quelque chose pour y répondre et surtout, je vais me tenir à ces promesses. Parce que ça, c'est aussi on va dire, c'est assez facile de dire, je reviendrai vers vous plus tard, je ferai telle ou telle action plus tard. J'ai pas envie d'aborder ces sujets-là. C'est aussi facile et aussi compliqué à assumer derrière quand on ne met pas en place ces actions que si on ne met pas en place un dialogue territorial de qualité dès le départ. On va se retrouver dans les deux cas avec un capital confiance qui va s'effondrer, on va plus être en capacité d'aller vers les riverains, on va se retrouver avec des conflits, des recours. L'opposition ici, elle va se constituer et en même temps, elle va se constituer avec raison, tout simplement parce qu'on n'a pas été la personne ressource, une personne de confiance. Et donc, il faut bien prêter attention à ça. Mais il ne faut pas être effrayé si dès le départ, on ne maîtrise pas son sujet complètement, qu'on ne maîtrise pas son projet complètement. Il y a des choses qui vont devoir être retravaillées, qui sont en discussion, les échanges avec le territoire doivent être constructifs. Donc, tout n'a pas à être décidé dès le départ et c'est pas pour ça qu'on a un souci de cohérence avec le projet. Donc, voilà. Je voulais juste repréciser ça pour être vraiment clair. Hein. Je dis pas que faut absolument tout ficeler dès le départ et garder ça secret et puis présenter un super projet et être expert de tous les domaines tout de suite dès qu'on va commencer à en parler. Non, la question, c'est vraiment d'être cohérent et surtout de tenir les engagements qu'on va prendre auprès des élus, auprès des riverains. Il n'y a rien de pire que de ne pas le faire. Surtout quand on est un local et qu'on porte un projet local. C'est aussi nos voisins, c'est aussi nos amis, c'est aussi d'anciens collègues, c'est aussi d'anciennes personnes avec qui il peut y avoir des conflits, etc. Il y a tout un historique aussi qu'il faut bien prendre en compte et qui fait qu'on peut très vite être débordé. Merci pour ces précisions et ce retour un peu en arrière.